Hello, c'est Thibaut, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Réussir ses projets. Dans ce podcast, je partage avec vous donc des retours d'expérience, des conseils, des astuces, des tips applicables et concrets dans votre quotidien de chef de projet. Vous aurez également des interviews et des réflexions sur le métier du chef de projet et ce que ça implique. J'ai une colle pour vous. Quel est le point commun entre l'Institut PMI, donc le Project Management Institute, le cadre de travail Scrum et le karaté ? Alors je ne fais pas durer plus que ça le suspense, le point commun ce sont les valeurs, et ça tombe bien, c'est exactement le sujet que l'on va aborder aujourd'hui. La gestion de projet, vous le savez, c'est avant tout de l'humain, donc ça veut dire naviguer dans l'incertitude, ça veut dire faire face à des imprévus, faire face à l'humain dans toute sa complexité, et c'est ça aussi qui est intéressant dans notre métier, mais c'est ça aussi qui fait que c'est vraiment compliqué parfois au quotidien, et de nombreux chefs de projet vont chercher des repères quand tout part en vrille, que ce soit de la pression, que ce soit des conflits, du manque de clarté. Et dans ces moments-là, en fait, on a une boussole en tant que chef de projet, ce sont nos valeurs, ce sont nos principes, et tout ça, en fait, c'est ce qu'on va appeler notre code. Au même titre qu'on a des codes d'honneur dans les arts martiaux, on a un code en tant que chef de projet. Donc ce code, c'est notre boussole, et même dans notre vie personnelle, en fait, on l'utilise au quotidien, on a tous des valeurs, on a tous des principes, sauf qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et par contre, ce que je remarque, c'est que dans la vie professionnelle, on a tendance en fait à les oublier, on a tendance à les mettre de côté, on a tendance à se dire « ouais, c'est pas grave, je vais quand même y aller », alors même que ça va à l'encontre de nos valeurs ou de nos principes. Et ça, c'est quelque chose qu'on va travailler aujourd'hui. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai pratiqué l'aïkido pendant plus de 15 ans, et j'ai même obtenu la ceinture noire premier dan. Alors j'ai dû arrêter suite à une blessure à l'épaule et au genou, j'ai fait ensuite de l'escalade, c'est pas vraiment le sujet du jour, mais tout ça pour dire quoi ? Pour dire que 15 ans, en fait, ça laisse une trace, et j'ai gardé ce côté martial sur tous les aspects de ma vie. Et donc moi, je vois de la gestion de projet au final comme un art martial. C'est une voie en fait où on va progresser en permanence, et on va progresser en permanence à travers de la discipline, au travers de la rigueur, au travers du respect, de la remise en question permanente. Et donc comme les arts martiaux, en fait, il y a des valeurs à respecter, il y a un code à respecter, et ce code, c'est un socle, on va dire, c'est un cadre qui nous permet justement de progresser, de répéter encore et encore les mêmes choses jusqu'à devenir excellent dans tous les domaines, et c'est exactement comme ça que je vois la gestion de projet. Donc comme les arts martiaux, il y a des valeurs à respecter en gestion de projet. Ces valeurs, ça peut être les vôtres, ça peut être celles de votre organisation, ça peut être celles de l'équipe, et vous avez peut-être déjà un socle sur lequel vous appuyez en interne, mais souvent, dans les organisations, ça n'est pas le cas. Donc comment on fait dans ce cas-là ? On a plein de référentiels qui peuvent exister, donc chaque méthodologie de gestion de projet va apporter ses propres valeurs, ses propres principes, chaque personne va apporter aussi les siennes, donc on peut en discuter, par exemple, faire une table ronde, faire une séance de brainstorming en équipe pour déterminer quelles sont les valeurs de l'équipe, valeurs que l'équipe devra ensuite respecter pour la suite. Donc ça peut être un exercice de co-création. Ça peut être quelque chose qui peut être imposé par la direction ou imposé par la société, par l'organisation, parce que ce sont les valeurs de l'organisation, à condition qu'elles soient effectivement incarnées au quotidien. Ou ces valeurs elles peuvent aussi être promues, être mises en avant au travers de référentiels. On a par exemple le PMI, donc le Project Management Institute, qui a sorti un code de déontologie, donc à destination et à l'usage des chefs de projet. Scrum, si vous ne connaissez pas, c'est un cadre de travail agile, donc qui est celui qui est tout simplement le plus utilisé, le plus mis en place au sein des entreprises, des organisations. Et Scrum se repose sur 5 grands piliers, donc c'est 5 grandes valeurs. Et on a comme ça en fait toutes les méthodologies, toutes les méthodes, tous les cadres de travail, tous les frameworks, tout ce qu'on veut autour de la gestion de projet, qui apporte à chaque fois son socle, qui apporte ses principes, qui apporte ses valeurs, et qui apporte une certaine philosophie de la gestion de projet. On va commencer par le code de déontologie du PMI. Donc ce code de déontologie, il est à destination et à l'usage des chefs de projet, il a été publié donc sur le site du PMI. Je vous ai mis un lien d'ailleurs dans la description si vous voulez le consulter, je vous invite vraiment à le faire, c'est très intéressant. Et ce code de déontologie, il va reposer sur 4 grands piliers, donc il est vraiment les 4 valeurs indispensables selon le PMI pour de la gestion de projet. C'est la responsabilité, le respect, l'équité et l'honnêteté. Tout d'abord, la responsabilité. Alors ce code de déontologie, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que la responsabilité, c'est notre devoir d'assumer les décisions que nous prenons ou manquons de prendre, les actions que nous entreprenons ou manquons d'entreprendre et les conséquences qui en résultent. Il nous dit également que nous prenons des décisions et nous agissons dans l'intérêt de la société, de la sécurité publique et de l'environnement. Donc ça déjà c'est intéressant parce qu'on a vraiment cette notion de responsabilisation. J'assume mes prises de décision, j'assume mes non-prises de décision,
J'assume les actions que je vais réaliser, que je vais entreprendre, ou que je ne vais pas faire, et j'assume aussi toutes les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, qui en résultent. Donc ça, c'est hyper intéressant, et c'est quelque chose que je vois trop peu, que ce soit au niveau des chefs de projet, que ce soit au niveau des contributeurs de projet, des parties prenantes, et c'est bien dommage, c'est fort dommage, et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, cette notion de responsabilisation, et j'aimerais vraiment, en fait, beaucoup la voir s'incarner dans nos organisations. Alors je continue, ce que nous dit le code de déontologie, il nous dit également pour la responsabilité que nous n'acceptons que les missions qui correspondent à notre passé professionnel, notre expérience, à nos compétences et nos qualifications. Donc si on accepte une mission, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se sent en capacité de la prendre en charge, on se sent en capacité d'aller au bout de cette mission et d'obtenir des résultats concrets. Nous tenons les engagements que nous prenons et nous faisons ce que nous promettons. Ça, c'est une notion qui m'est vraiment chère, c'est on dit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on a dit. Donc si on prend un engagement, on le tient. Donc si vous êtes en rendez-vous avec un client, que vous lui dites oui, pas de souci, pas de problème, je reviens vers vous d'ici ce soir, je vous envoie ça sans faute, et que vous l'envoyez demain matin, le fameux document que vous avez promis, bah ça coince, il y a un problème en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, et surtout, qu'est-ce que moi je vais retenir en tant que client ? Je vais retenir que 1, tu as pris un engagement, moi je t'ai rien demandé en termes d'échéance, mais tu t'es engagé sur ce soir. 2, t'as pas tenu ton engagement. Donc 3, en fait, la conclusion, le corollaire, c'est quoi ? C'est que tu n'es probablement pas digne de confiance, et la prochaine fois que tu me diras quelque chose, donc j'ai une petite alarme dans ma tête qui dira « Warning, warning, c'est encore des belles paroles », et ça c'est exactement ce qu'on veut éviter. Donc nous tenons les engagements que nous prenons, et nous faisons ce que nous promettons. C'est vraiment hyper important en tant que chef de projet. Lorsque nous commettons des erreurs ou des omissions, nous prenons nos responsabilités et faisons les rectifications requises dans les meilleurs délais. Lorsque nous découvrons des erreurs ou des omissions commises par d'autres, nous en communiquons la teneur au service approprié dès leur découverte. Nous acceptons la responsabilité pour tous les problèmes résultant de nos erreurs ou omissions et les conséquences qui en découlent. Donc on est responsable de nos actions, on est aussi responsable des conséquences et donc des erreurs qui pourraient arriver. Si les autres font des erreurs, en tant que chef de projet, on garde la responsabilité du projet, donc on garde la tête haute, on le prend. On ne part pas faire de la chasse aux sorcières, ça ne sert strictement à rien, on ne va pas chercher les coupables pour leur taper sur les doigts. Si des erreurs devaient arriver, en fait, ce qu'on attend de la part de ces personnes qui auraient commis l'erreur, c'est de s'en rendre compte, et c'est de la corriger et de faire en sorte que ça n'arrive plus. Nous veillons à la protection de toutes les informations exclusives ou confidentielles qui nous ont été confiées. Et enfin, nous veillons à l'application du présent code et nous en répondons les uns aux autres. Donc cette notion de responsabilité, c'est vraiment au cœur pour le PMI de la gestion de projet, et je suis totalement d'accord avec eux. On va ensuite regarder ce qu'ils nous disent sur le respect. Sur le respect, le code de déontologie, il nous dit quoi ? Il nous dit que nous nous informons des normes et coutumes des autres, et nous évitons des comportements susceptibles d'être interprétés comme irrespectueux par les autres. Donc quand on parle de normes, il peut s'agir de normes culturelles, de normes religieuses, il peut s'agir de normes politiques, donc vraiment de tout ce qui pourrait en fait être mal interprété ou être interprété comme étant irrespectueux par d'autres personnes. Le code nous dit ensuite que nous écoutons les points de vue des autres, nous cherchons à les comprendre. Donc ce n'est pas parce que on a quelqu'un qui est moins expérimenté ou qui a moins l'habitude de prendre la parole qui émet une idée que tout de suite on la met de côté. Au contraire, on traite les autres avec respect, on les traite avec égalité. Si quelqu'un prend la parole, on le laisse terminer, on ne lui coupe pas la parole, et on ne va pas directement réfuter l'idée, on cherche vraiment à la comprendre. Pourquoi ? Parce que parfois ça peut être très mal exprimé, une idée, vous le savez, entre ce que vous avez en tête et ce que vous allez dire, il peut y avoir d'énormes différences, et donc moi en tant qu'interlocuteur, je vais vraiment chercher à le comprendre avant de dire si c'est oui ou non une bonne idée. Nous discutons directement avec les personnes avec lesquelles nous sommes en conflit ou en désaccord. Un conflit, ça ne doit pas durer dans le temps. Si ça dure dans le temps, s'il y a des non-dits, ça s'envenime. Donc si jamais vous sentez un désaccord, une tension quelconque, un conflit, il faut crever l'abcès en fait directement. Et c'est exactement ce que nous dit le code, et c'est une question de respect. Respect envers soi, respect envers l'autre également. Donc moi par exemple, si je dis quelque chose, si je m'engage par exemple sur n'importe quoi, et que je me rends compte qu'après en fait on était en désaccord avec le client ou qu'il y a eu une incompréhension, par exemple pour moi le respect ce serait pas de dire vous avez mal compris, parce que ça c'est vous êtes nul monsieur le client, moi j'ai bien dit les choses, c'est vous qui comprenez pas. Je vais plutôt partir du principe que on s'est pas compris, on s'est pas mis d'accord, on s'est pas compris, ou alors que c'est moi en fait en tant que chef de projet qui n'ai pas été suffisamment clair. Donc déjà, en partant du principe que le problème pourrait venir de vous, ça va aider à apaiser les tensions et les conflits s'il y en a, mais surtout, en fait, vous allez éviter ces conflits, parce que
un petit conflit maintenant, en fait, dans 3 mois, ce sera un truc énorme. Donc, ce qu'on veut absolument éviter, c'est que ça pète dans tous les sens dans 3 mois. Donc, pour des questions de respect, pour des questions de communication, pour des questions d'efficacité, de facilitation derrière pour le projet, discutez directement avec les personnes avec lesquelles vous êtes en conflit ou en désaccord, dès maintenant, sans attendre. Nous nous conduisons en professionnel, même lorsque la réciproque n'est pas vraie. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui se comporte comme un gamin, qui change d'avis comme de chemise, qui fait preuve de mauvaise foi, etc., gardez en tête que vous, en fait, votre image en tant que chef de projet, c'est d'être professionnel. Vous êtes professionnel jusqu'au bout, vous faites votre travail jusqu'au bout. Si quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, vous faites du mieux que vous pouvez pour aller jusqu'au bout en tant que professionnel, et on ne pourra ça jamais vous le reprocher. Ça m'est arrivé sur un projet donc, qui devait durer initialement 3 mois, qui s'est étalé sur 1 an et demi. J'ai eu des personnes qui faisaient preuve vraiment de beaucoup de mauvaise foi en face de moi. J'ai eu beaucoup de difficultés, alors je voulais pas sur ce projet, mais on fera peut-être un épisode particulier là-dessus. Et au final, donc quand la situation s'est enfin résolue, quand ce projet il est enfin arrivé à son terme, ce qui a retenu le client, ce qui a retenu le DSI que j'avais en face de moi, en fait, c'est mon professionnalisme, c'est ma pugnacité. Je peux vous en dire que j'en ai vraiment chié, professionnellement, personnellement. J'en étais même arrivé à un stade où j'envisageais de tout quitter, de tout plaquer, d'aller bosser chez McDo, pour vous dire, mais c'est ce que j'ai compris, et c'est exactement ce que dit le code de déontologie du PMI, nous nous conduisons en professionnel, même lorsque le réciproque n'est pas vrai, et ça, c'est ça qui fait notre légende, c'est ça qui fait notre image, et c'est ça qui fait, en fait, qu'on est un bon chef de projet au final. Ensuite, sur l'équité, donc le code de déontologie, il nous dit quoi ? Il nous dit que nous faisons preuve de transparence dans notre processus de prise de décision. Donc une décision, elle doit être éclairée, et on doit être en capacité, nous, chefs de projet, en fait, d'expliquer pourquoi on a fait ce choix. Idéalement, déjà, ce qu'il faut, c'est que vous soyez au clair sur ce choix, donc que vous soyez transparent avec votre sponsor projet, avec votre direction, avec votre équipe, et ça, c'est un conseil, c'est pas obligatoire, mais moi, je vous conseille vivement de le faire, c'est d'avoir une trace écrite, en fait, qui explique pourquoi vous avez dû choisir entre A et B, et pourquoi vous avez choisi A plutôt que B. Nous procédons constamment au réexamen de notre impartialité et de notre objectivité, prenant les mesures correctives qui s'imposent. Ça, c'est également intéressant, parce qu'en fait, on a cette notion un petit peu d'humilité, et surtout de remise en question permanente. On s'assure en fait que on est toujours objectif, que ce soit avec les autres, que ce soit vis-à-vis du projet, que ce soit vis-à-vis des décisions qu'on peut prendre, des actions qu'on peut mener, etc. Si on se rend compte qu'on a dévié un petit peu, c'est pas grave, c'est totalement humain, mais par contre, on prend les mesures correctives nécessaires pour éviter que ça se reproduise. Donc on se recentre en fait encore une fois sur le chemin. Et ça, c'est vraiment une notion sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est au cœur de l'amélioration continue. Si on n'est pas capable en fait de se remettre en question, de prendre un peu de hauteur, de se regarder, d'être impartial, d'être objectif vis-à-vis de soi, vis-à-vis de notre comportement, des actions, de la manière dont on peut être perçu par les autres, on a un vrai problème en tant que manager, en tant que chef de projet, et on n'est pas capable de s'améliorer, et on est coincé finalement dans une boucle en fait où on va être contraint à répéter encore et encore les mêmes erreurs, et ça c'est pas envisageable du tout. Donc on fait preuve d'objectivité vis-à-vis de soi-même, on fait preuve d'objectivité vis-à-vis des autres, vis-à-vis des prises de décision, vis-à-vis des idées des uns et des autres, vis-à-vis du client, des parties prenantes, etc. Nous veillons à ce que tous ceux qui sont autorisés à disposer d'une information y aient libre accès. Hyper intéressant également, ça veut dire que vous allez devoir, si ce n'est pas déjà fait, centraliser l'information, et surtout vous assurer que toutes les personnes en fait qui pourraient avoir besoin de cette information y aient un accès libre. Ça c'est hyper important, donc cette centralisation des documents, ça va vous éviter à vous en fait de faire du passe-droit, de passer votre temps à envoyer des documents par mail aux uns et aux autres, etc. On a un accès libre pour chacune des personnes, donc chacune des parties prenantes, sur les documents projets. Donc quand je dis ça, bien sûr, je dis pas qu'ils ont accès à tous les documents projets, ils ont accès aux documents projets qui sont nécessaires pour leur rôle dans le projet. Donc on peut mettre par exemple en place des espaces SharePoint, des espaces Teams, des espaces sur OneDrive, etc. On a plein de solutions différentes qui existent. L'objectif c'est pas de rentrer dans le détail sur ce podcast, mais il faut garder en tête que ces documents, donc cet espace documentaire de gestion de projet, il doit être accessible à tous ceux qui ont besoin d'avoir accès à cette information. Nous veillons à l'égal accès de tous les candidats qualifiés aux opportunités. Donc ça, c'est un principe d'équité, donc de traitement pour les candidats, pour les parties prenantes, pour les acteurs projets, les membres de notre équipe projet. Et donc ce principe d'équité, il doit vraiment transparaître à tous les niveaux du projet. Et par exemple, si vous devez faire appel à de la sous-traitance, si vous avez un appel d'offres à passer pour pouvoir choisir un prestataire ou un fournisseur ou un éditeur pour telle ou telle partie de votre projet, et le principe d'équité, il devra également transparaître dans cet appel d'offres et dans la manière dont vous allez sélectionner le candidat final.
Et enfin, quatrième pilier, quatrième valeur du code de déontologie, c'est l'honnêteté. Donc là, le code, il nous dit que nous cherchons sérieusement à comprendre la vérité. Nous sommes honnêtes dans notre communication et dans notre conduite. Donc on fait preuve d'honnêteté, de sincérité, de transparence. Si on a un problème, par exemple, qui se produit, en toute bonne foi, en toute sincérité, en toute honnêteté, il faut en parler, même si en fait la discussion, elle n'est pas simple, même si elle va être difficile à entendre côté client, même si ça va en fait engendrer de la frustration, de la déception, etc. Il faut être honnête, il faut en parler en fait. On n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix. Cacher les problèmes sous le tapis, c'est pas un choix en fait, c'est une erreur, c'est une connerie. Nous fournissons des informations exactes dans les délais escomptés. Donc on tient autant que possible les engagements, on tient autant que possible les échéances, et surtout on fournit des infos exactes. Donc si on s'est engagé à fournir par exemple je vais dire n'importe quoi, mais un document d'architecture technique, un DAT, d'ici la fin du mois de juin, c'est pas un brouillon. C'est le DAT, le document complet en tant que tel, avec des informations précises et exactes dedans. Donc exact aussi dans le sens de vérifier. C'est important de s'y conformer, et ça, il y a beaucoup de personnes, et je l'ai vu personnellement, il y a beaucoup de personnes qui vont en fait faire en sorte de tenir les délais. Ok, très bien, pas de problème là-dessus, mais quitte en fait à mettre des informations inexactes, ou quitte à ne pas revérifier ce qui a été mis dans les documents, ou dans les mails, etc. Et ça, c'est non en fait, parce qu'on va communiquer des infos inexactes. Sur la base de ces infos, qu'est-ce qui pourrait se passer ? On a peut-être des prises de décision, on a peut-être des communications qui vont être envoyées à l'extérieur de l'entreprise, ou à des personnes de la société, pour faire de la conduite du changement, etc. Et donc, on a des informations qui sont totalement erronées, totalement fausses, qui commencent à se propager, et ça peut prendre de l'ampleur, mais comme vous n'avez pas idée. Nous prenons des engagements et faisons des promesses, qu'elles soient implicites ou explicites, en toute bonne foi. Donc si on prend un engagement, déjà, comme je vous l'ai dit, on fait attention, parce que l'engagement qu'on va prendre, on va devoir le tenir, on va devoir tout faire pour le tenir, et surtout si on prend un engagement qui soit implicite ou explicite, c'est en toute bonne foi, donc c'est pas juste pour faire plaisir au client, c'est parce qu'on pense sincèrement et très honnêtement qu'on est en capacité de tenir cet engagement. Il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on ne sera pas en capacité de le tenir, pandémie, maladie, plein de choses, mais en toute bonne foi, on doit être en mesure de le faire. Et si jamais on n'y arrive pas, on doit être en mesure de pouvoir le justifier. Et par contre, ça ne doit pas se reproduire tout le temps. Nous nous efforçons de créer un environnement au sein duquel d'autres se sentent encouragés à dire la vérité. Donc cette notion d'honnêteté et de transparence, on se l'applique à nous-mêmes, mais en se l'appliquant à nous-mêmes, en fait, en l'incarnant, on va dire, au quotidien, on donne envie aux autres, que ce soit les parties prenantes, les clients, les membres de l'équipe projet, de faire la même chose, d'être encouragés à dire la vérité. Donc plutôt que de dire « ouais, t'inquiète, tout va bien, etc. » C'est non, si t'as un problème, dis-le moi en fait, je vais pas te taper sur les doigts, je vais pas t'engueuler, j'ai besoin de comprendre par contre quel est ton problème, j'ai besoin de comprendre quels sont les impacts, quelles sont les conséquences pour le projet, parce qu'en fait, ensemble, il va falloir qu'on fasse des choses. Donc soit on arrive à traiter le problème, soit il va falloir qu'on décale les choses dans le temps sur le projet, avec des conséquences, avec peut-être des conflits, des tensions, des déceptions, ça peut engendrer plein de choses. Mais par contre, c'est hyper important qu'on soit tous, on va dire au sein de l'équipe projet élargie, en capacité de dire la vérité et qu'on se sente suffisamment confiance dans l'environnement pour faire preuve de cette transparence, de cette honnêteté et pour être encouragé à dire la vérité. Petite interruption de quelques secondes pour vous dire que j'ai sorti une formation de plus de 2 heures qui est totalement gratuite et qui est accessible à tous. Si vous voulez découvrir et comprendre les concepts fondamentaux de la gestion de projet, si vous voulez adopter la bonne posture pour l'idée, pour motiver votre équipe projet au quotidien, et si vous voulez structurer, cadrer et planifier efficacement vos projets, alors je vous donne rendez-vous sur www.reussircesprojets.com/formation au singulier, et vous aurez directement accès à cette formation de plus de 2 heures qui est accessible à tous et qui est totalement gratuite, et j'espère que vous serez nombreux de l'autre côté. Alors maintenant, si on regarde du côté de l'agilité et plus particulièrement de Scrum, donc qui est le framework le plus utilisé, on va se rendre compte qu'il y a 5 valeurs socles. Donc là aussi, on a des valeurs, des principes qui sont vraiment au cœur du framework, au cœur de la méthode. Alors pour s'en souvenir de ces valeurs, moi j'utilise un acronyme qui s'appelle FORCE, et FORCE c'est un acronyme pour focus, ouverture, respect, courage et engagement. Alors le focus, quand on parle de focus dans Scrum, en fait, c'est l'idée que chacun va se concentrer sur le travail à faire dans le sprint et sur les objectifs de l'équipe. Donc en Scrum, il n'y a pas de place pour le multitâche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'équipe Scrum, elle doit finir ce qu'elle a commencé avant d'entamer un nouveau travail. Et afin de garder une qualité constante, un rythme de travail qui est soutenable sur la durée et d'éviter les rushs de travail quand l'échéance se rapproche, les membres de l'équipe ils doivent porter leur attention sur le produit qu'ils sont en train de réaliser,
sur les objectifs à atteindre, et plus particulièrement sur les tâches qui sont déjà en cours de réalisation. Pour obtenir des résultats à la hauteur des attentes, la capacité à être focus est essentielle. Et ça marche pour Scrum, mais ça marche aussi pour d'autres projets, donc pour les projets plus traditionnels. Pourquoi ? Parce que ce focus, en fait, on l'oublie trop souvent, on veut bien faire, il y a 30 000 sujets sur la table, il y a 30 000 projets sur la table, on a des contributeurs qui se retrouvent parfois dans une même journée à travailler sur 3, 4, 5 projets différents, et c'est juste pas viable parce qu'en fait, ils ont tout en tête, ils essaient de tout faire en multitâche, et ça ne fonctionne pas, en fait, ça ne fait que dégrader la qualité de service, et créer de la charge mentale inutile pour cette personne. Donc, le focus, il nous dit quoi ? Si, en tant que chef de projet ou en tant que contributeur, j'entame un nouveau travail, je finis ce que j'ai démarré. Donc là, je suis en train d'enregistrer mon podcast. Je vais pas l'enregistrer à moitié, partir couper l'herbe, revenir faire autre chose. Non, j'ai commencé à enregistrer mon podcast. Je le termine avant d'engager quelque chose d'autre. Ensuite, donc la seconde valeur de Scrum, l'ouverture. Donc ici, l'équipe et les parties prenantes vont convenir entre elles d'être ouverts sur tout le travail, ainsi que les défis qui sont liés à l'exécution de ce travail. Quand on parle d'ouverture sur le travail, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait qu'on doit faire preuve d'ouverture aux nouvelles idées, aux nouvelles manières de faire. On va constamment chercher à tester, à apprendre, à s'améliorer. Et on va aussi rester en contact régulier avec les parties prenantes du projet, en restant sincère, en restant ouvert dans la communication. On va être transparent sur la charge de travail, on va être transparent sur les challenges rencontrés, et au global, être transparent sur là où on en est, sur ce qui a été réalisé, ce qui est en cours de réalisation, quels sont les problèmes qu'on rencontre, comment on envisage de les traiter, etc., etc., etc. Donc on en revient à cette notion d'honnêteté et de transparence qu'on a vu précédemment. Mais l'ouverture en Scrum, c'est pas que ça, en fait, c'est aussi l'ouverture au changement. Donc c'est accepter que l'incertitude règne sur un projet, c'est accepter que, oui, les changements, ça va forcément arriver, qu'il s'agisse de planning qui vont se décaler dans le temps, qu'il s'agisse d'un budget qui pourrait grimper un peu plus haut que prévu, qu'il s'agisse de changements d'évolution au périmètre, de changements de point de vue de la part des parties prenantes, etc. Tout ça, ça peut arriver, et tout ça, ça arrive en fait au quotidien. Et Scrum nous dit juste, soyez ouverts. Plutôt que de réfuter le changement, de dire de recommencer à râler et de grogner dans son coin, et en fait et de ne pas accepter, c'est oui, le changement arrive, oui, on accepte le changement, ça veut pas dire qu'on accepte tout. On accepte en fait que le changement arrive, on est ouvert à ce changement, et on va négocier si effectivement il faut changer quelque chose dans le périmètre, rajouter telle ou telle chose à faire là, dès cette semaine parce que c'est devenu important, c'est devenu prioritaire. Pas de problème, on peut le faire. Mais par contre, ce sera en contrepartie d'autre chose. Donc si on fait ça, on ne fera pas l'autre élément qui est à côté. En tout cas, pas immédiatement. Alors ensuite, troisième valeur de Scrum, donc le respect. Ici, Scrum, il nous dit quoi ? Il nous dit que les membres de l'équipe vont se respecter donc, pour être des personnes capables et indépendantes, que la force de l'équipe, ça réside en fait dans le fait de collaborer ensemble et dans la contribution que chacun peut apporter à l'équipe pour réussir les objectifs du sprint. Donc ça peut se produire que si tout le monde se respecte, et c'est ce respect en fait qui va faire émerger la confiance au sein de l'équipe. Donc concrètement, ça veut dire qu'on va mettre de côté les titres, ça veut dire qu'on va mettre de côté les égos pour tous travailler ensemble et tous avancer dans la même direction. Donc on respecte les idées des autres, on évite de se couper la parole, on donne la permission aux autres d'être mal lunés, d'avoir de mauvaises journées de temps en temps, et on va pas se leurrer, moi aussi ça m'arrive, notre humeur, notre énergie, c'est pas constant de jour en jour, on peut avoir des événements perso qui font que, le lendemain on n'a pas la tête à travailler, on est moins efficace, on est plus grognon, ça peut arriver. Donc il faut le respecter aussi. On respecte également les opinions, l'expérience, la culture des autres, et faire preuve de respect, c'est aussi accepter que le client puisse changer d'avis en cours de route, ou encore d'accepter que les membres de l'équipe, ou que d'autres personnes puissent se tromper. Quatrième valeur de Scrum, le courage. Donc ici, les membres de l'équipe, ils ont le courage de faire ce qu'il faut, et de travailler sur des problèmes difficiles, parce que si c'était simple, on n'aurait pas mis en place tout ce processus de gestion de projet. Et les équipes, elles doivent avoir le courage de faire face à des challenges, à des problèmes complexes, et de les relever avec brio. Bien sûr que c'est pas évident, bien sûr que parfois on va se creuser la tête, bien sûr qu'on va tester des choses qui ne vont pas fonctionner, qui vont peut-être même créer des erreurs, créer des problèmes, mais on garde en tête que ce challenge, ce problème complexe, on va l'avoir, on va le relever, même si ça va prendre quelques jours ou quelques semaines, on va y arriver en fait. C'est le courage de ne pas lâcher, c'est le courage de persévérer. Et s'il faut réaliser un arbitrage pour ça, l'équipe elle est en capacité de choisir la meilleure solution, c'est-à-dire celle qui lui paraît la plus adaptée pour répondre à cette situation. C'est pas forcément la plus populaire, c'est pas forcément la plus simple, mais c'est celle qui est juste. Et notion très importante aussi, gardez en tête qu'une équipe qui n'a pas le courage de prendre des risques et d'essayer de nouvelles choses, elle n'est pas innovante,
elle n'est pas créative et elle n'est pas productive. Donc le principe même des méthodes agiles, c'est vraiment de tester, d'apprendre, de s'adapter et donc d'oser en fait faire quelque chose, quitte parfois à se tromper. Mais ce n'est pas grave parce que si on se trompe, on apprend. Et aussi, le courage, c'est aussi parfois le courage de dire non. Parce que le non peut parfois être la meilleure chose à faire pour l'équipe. Pour éviter de se retrouver en surcharge de travail, pour éviter de baisser le niveau de qualité, pour éviter de pressuriser les membres de l'équipe. Et je le sais, dire non c'est pas facile, ça s'apprend, mais c'est aussi faire preuve de courage que d'oser dire non aux parties prenantes qui veulent tout faire en même temps, qui veulent tout prioriser, qui vont vous dire que vraiment tout est urgent, c'est tout en même temps, etc. Non, je suis désolé, non, c'est pas possible. Il y a forcément des choses qui sont plus urgentes que d'autres, donc c'est important de dire non en fait. Si vous dites oui, et ça, là je ne parle pas que dans le cadre des équipes Scrum, c'est vrai pour n'importe quel type de projet. Si vous dites oui tout le temps, en fait, vous creusez votre propre tombe. Donc le non, c'est quelque chose que vous devez apprendre à dire. Et on en fera, je pense, aussi un podcast spécifique. Et enfin, dernière valeur Scrum, donc l'engagement. Ici, les collaborateurs ils vont s'engager personnellement à atteindre les objectifs de l'équipe. Alors bien que s'engager, ça signifie vraiment de tout faire pour respecter les échéances, de prendre son autonomie, de prendre des décisions fortes pour le produit, pour le projet. En fait, la notion d'engagement dans Scrum, elle va encore plus loin. Donc c'est chacun va s'engager à donner le meilleur de soi-même, à fournir la meilleure qualité possible, à apprendre, à s'améliorer continuellement, à faire sienne la cause et la vision du projet et à travailler de manière collaborative. Donc pour qu'une équipe agile fonctionne, la confiance elle doit vraiment régner au sein de l'équipe, et chacun doit faire confiance aux autres et partir du principe que les engagements pris par les autres seront respectés. Donc c'est d'autant plus important de respecter ses propres engagements, parce que c'est ce qui fait que les autres vont me faire confiance, et moi j'attends le même engagement vis-à-vis des autres. Donc si vous voulez en fait qu'une équipe fonctionne, si vous voulez qu'une équipe se fasse confiance, qu'elle soit vraiment hyper efficace, cette notion d'engagement, elle doit se retrouver, elle doit être incarnée par tout le monde, et elle doit se retrouver à tous les niveaux du projet. Et donc si en fait vous notez qu'il y a un manque d'engagement dans l'équipe, il va commencer par falloir l'incarner vous, cet engagement. Donc incarner cet engagement en tant que chef de projet, en tant que leader, pour que les autres commencent à vous faire confiance, et pour donner l'envie aux autres aussi de l'incarner. Si vous avez aimé cet épisode, likez-le, mettez 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, ça fait chaud au cœur et ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement. J'espère que vous serez nombreux à le faire. Vous pouvez également télécharger mon guide pour réussir vos projets, donc sur www.reussircesprojets.com/guide. Et également, si vous souhaitez que j'aborde une thématique particulière ou que je réponde à vos questions, vous pouvez m'écrire à podcast@reussircesprojets.com. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir ses projets.